Il y a 10 ans, je me tenais sur le toit de l'Afrique, 5895 mètres d'altitude, et ce moment a changé ma vie. Ce n'est pas juste une question de sommet, de chiffres ou de performance, c'est une aventure faite de défis, d'apprentissage et de moments inoubliables. Dans cette vidéo, je vous partage tout, mes secrets pour réussir en montagne, des conseils concrets et des anecdotes captivantes. Vous y découvrirez aussi d'incroyables images du Kilimandjaro. J'ai toujours été passionné d'exploration, de voyage et de montagne. Mont Blanc, Annapurna, Équateur, mais aussi de choses plus accessibles. Gers-Corse, Tour du Mont Blanc, traverser les Alpes en ski de rando, etc., etc. Si vous rêvez de gravir des sommets ou simplement d'explorer vos limites, cette vidéo est faite pour vous. Allez, avant que je vous amène avec moi en balade et au sommet du Kili, quelques informations. J'essaierai de vous en mettre un maximum dans la description de la vidéo ou sur mon site karma.net. Quand faire l'ascension? Le sommet est accessible quasiment toute l'année. Pourquoi? Le Kilimandjaro est situé près de l'équateur, ce qui fait qu'on a des températures stables tout au long de l'année. Cependant, il y a deux saisons des pluies principales. Première saison de mars à fin mai, la saison des longues pluies. Deuxième saison de novembre à début décembre, la saison des courtes pluies. Alors nous, on avait fait le choix de faire l'ascension début janvier. Les meilleures périodes, j'ai été vous faire les recherches, c'est de janvier à mi-mars et de juin à octobre. C'est les saisons les plus sèches, c'est donc les plus clémentes pour l'alpinisme, pour l'escalade, pour la randonnée. Et l'intersaison entre mi-mars et début juin, et ben comme c'est pas forcément la meilleure saison, ça sera la moins chère. Deuxième question à se poser, comment est-ce qu'on monte? Alors il y a plusieurs voies pour atteindre le sommet du Kili, du Kilimandjaro. Les voies les plus fréquentées, c'est les voies Marangu et les voies Machame. Mais il y a également, excusez-moi pour l'accent, les voies Mweka, Wembwe, Shira, Lemosho et Rongai. La voie Marangu, c'est la voie la plus fréquentée. Aussi appelée la voie Coca-Cola, c'est la plus ancienne, la plus facile et la plus régulière. C'est là aussi vous allez avoir plus de refuges, on va dire en dur, en physique. Mais c'est aussi malheureusement la moins spectaculaire et la plus fréquentée par les touristes. Nous avions fait le choix de la voie Machame, la plus belle et la plus sauvage, plus une redescente par la voie Mweka justement pour éviter la voie normale et un petit peu la population. Elle est également surnommée la voie Whisky, l'un des itinéraires les plus spectaculaires au niveau des paysages pour atteindre le sommet du Kilimandjaro. Elle est un petit peu plus difficile, elle offre pas de possibilité, on va le voir, d'abri et s'avère relativement difficile en raison des marches plus longues, plus relevées. Même si la partie intermédiaire est un petit peu plus plate, ça permet de s'acclimater, mais ça reste quand même la voie la plus difficile, mais la plus belle et la plus sauvage. On n'a rien sans rien. L'ascension se fait entre 6 et 10 jours et ça c'est selon vos envies et selon votre niveau. Nous on avait fait le choix de le faire en 6 jours. Combien ça coûte de faire le Kilimandjaro? À peu près 2000 € sans les avions. Ça a sûrement un petit peu évolué depuis le moment où moi je l'avais fait et ça va surtout dépendre de différents facteurs. La voie empruntée, les transferts, les hébergements, les droits d'entrée au parc. Par exemple, à l'époque, nous, pour l'ascension, c'était de 540 €, alors que pour le safari, c'était 165 €. Tout ce qui est repas, frais annexes. Bien évidemment, les guides, tout ce qui est lodge ou hôtel. Nous, on avait fait le choix d'être en tente pour être un petit peu plus, on va dire, en mode route, à la manière sauvage. C'est pour ça aussi qu'on avait fait le choix de la voie Machame. Tout ce qui est visa, vaccin, assurance. Prévoyez aussi des pourboires. On va le voir, il y a des pourboires à donner. C'est une coutume qui se fait localement. Et également, peut-être des affaires à donner. Quelques informations et après, on part en rando. La langue parlée, c'est l'anglais et le swahili. C'est le 15e pays le plus pauvre au monde. La monnaie, c'est le shilling tanzanien et ça va tout de suite vous donner un ordre d'idée quels sont les salaires. Un guide est payé 25 $ par jour, un cuisinier est payé 15 $ par jour et un porteur n'est payé uniquement que 10 $ par jour. Allez, c'est parti. Je vous emmène en rando, je vous emmène en balade. On va au sommet du Kili. Ce que je vais vous partager là, c'est ni plus ni moins que les notes que je m'étais prises le soir avec mon petit stylo et mon petit carnet dans la tente. Jour 1, on a fait Arusha, village Chaga de Machame, Machame Camp, 18 km, 1000 mètres de dénivelé positif. En tout, on était 23 personnes quand il y a le guide, les assistants guides, les porteurs, le cuisinier, pour uniquement, on va dire, 10 personnes emmenées. Ça vous donne un ordre d'idée de la logistique. On a eu un briefing du guide qui a vérifié le matériel de tout le monde. On a dû déballer tous nos sacs pour voir notamment les affaires techniques, lutter contre le froid, etc. avant qu'on parte. On note notre nom et notre prénom à l'entrée du parc et on va le voir ensuite, il y a des pointages intermédiaires. Évidemment, ça peut arriver. Il peut y avoir des chutes, il peut même y avoir des décès, etc. C'est pour ça qu'il y a des pointages tout au long de l'ascension. Le poids maximum, en tout cas à l'époque où moi j'avais fait l'ascension, autorisé pour les porteurs et c'est réglementé, c'est de 20 kg. Un porteur ne pourra pas porter plus de 20 kg. Par contre, il doit porter ses affaires en parallèle. Au début, la rando est assez facile. C'est tout simplement une marche dans une forêt tropicale. La modification de la végétation apparaît petit à petit. Et à la fin de la journée, petite récompense, on a eu une bassine d'eau chaude pour se laver. Et enfin, on a dormi sous tente à 3050 mètres d'altitude. Et tout au long de cette ascension et tout au long de ce voyage, moi, j'avais fait le choix personnellement de vivre à la locale, de vivre à la dure et donc de dormir sous tente. Jour numéro 2, Machame Camp, Shira Camp.
Camp, 9 km de marche, 860 mètres de dénivelé positif. Petit à petit, on marche de plus en plus dans les cailloux et ça devient de plus en plus escarpé. De mémoire, on est arrivé vers midi 13h et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une balade d'acclimatation sur place et on a visité deux grottes. Les grottes servaient à l'époque de logement aux porteurs. Depuis la mondialisation, ils ont la chance eux aussi d'avoir des tentes. Chacun, on avait nos tentes personnelles où on vivait 2 par 2 dans les tentes. Par contre, il y avait une tente commune qui servait, on va dire, un petit peu de cantine. Et ben la plupart des porteurs dormaient tous ensemble dans cette grande tente. On a eu de l'eau chaude après la balade. Une anecdote qui m'a totalement marqué. Ce jour-là, il pleuvait, il a même grêlé et les porteurs prenaient des petits bâtons et avec des parapluies faisaient des rigoles tout autour du camp et même la nuit et surtout autour de nos tentes pour éviter que nous on soit mouillés. C'est vous dire à quel point on va dire ils ont le don de eux, le sacrifice et c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai même eu du mal un petit peu à l'accepter. C'est vraiment des gens qui vont vous protéger, que ce soit votre camp, votre tente ou même votre condition physique pour que vous puissiez monter au sommet le plus aisément possible. Comme d'habitude, nuit sous tente, cette fois-ci à 3840 mètres d'altitude. Jour numéro 3, Shira Camp, Lava Tower, Barranco Camp, 790 mètres de dénivelé positif et 680 mètres de dénivelé négatif. On est monté, on est redescendu, tout ça pour faire de l'acclimatation. Les paysages sont un petit peu plus lunaires. Parfois, il y a eu un peu, voire même pas mal de neige. Passage du col de Ava Tower à 4630 mètres d'altitude. On commence vraiment à monter en altitude. On a mangé à midi à 4600 mètres d'altitude. Je me rappelle encore, on nous avait fait des petites frites, ce qui paraît complètement lunaire de manger des frites à 4600 mètres d'altitude pour l'acclimatation. Ensuite, on est redescendu, on est arrivé sur le site, le refuge, et une fois de plus, on a signé, on a pointé. On a eu un petit cours sur le caisson hyperbar et on a eu une bassine d'eau chaude. Petit détail, à partir de demain, on n'aura plus de point d'eau et donc plus d'eau chaude et donc les porteurs vont amener avec eux 200 litres d'eau. Nuit sautante une fois de plus à 3950 mètres d'altitude. Jour numéro 4, Barranco Camp, Barafou Camp, plus 1030 mètres de dénivelé positif. Le terrain devient vraiment de plus en plus escarpé et lunaire. C'est le dernier jour avant l'attaque et l'arrivée au sommet et l'ascension finale. Et on a dormi sous tente à 4550 mètres d'altitude et on s'est couché très tôt. Jour numéro 5, l'ascension finale, le sommet du Kili, le toit de l'Afrique. Barafou Camp, Mweka Camp, plus 1300 mètres de dénivelé positif, moins 2800 mètres de dénivelé négatif. On a mangé à 23h pour faire un départ à minuit. Il faisait assez froid, moins 15, moins 20 degrés et pas mal de vent. On a fait, ce qui m'a marqué, très peu de pauses, 3 pauses express en tout et on s'est forcé à boire peu et à boire chaud, on va le voir, pour faciliter la digestion. On a mis à peu près 6 heures de montée, le groupe, ce qui nous a permis d'arriver au lever du soleil. À droite, on voit le Kenya, à gauche, on voit la Tanzanie. C'est une vue vraiment superbe et incroyable du glacier, c'est vraiment à vivre une fois dans sa vie. La descente, j'ai pu prendre du plaisir à descendre en courant dans la neige et dans les pierres. Tout ça, et vous allez le voir, c'est les conseils que je vais vous donner, c'est parce que j'ai fait une montée très prudente en me mettant vraiment dans les derniers, en marchant tout doucement et j'ai pu prendre énormément de plaisir à la fin de l'ascension en trottinant et sur toute la redescente en recourant. C'est des choses qu'il faut pas éluder. Oui, il y a des beaux paysages, oui, c'est magnifique, mais ce jour-là, un touriste est mort et j'ai pu voir malheureusement la redescente en brouette sous un drap. C'est des choses qui arrivent. Petite anecdote, il y a souvent des porteurs qui chutent et parfois même des chutes mortelles parce qu'ils prennent le poids vers l'arrière et donc ils ont tendance à tomber par l'arrière. L'accueil des porteurs s'est fait à 8h du matin après l'ascension et j'ai porté mon porteur en guise de remerciement, lui plus ma valise, parce que sans eux, sans lui, c'était pas possible. D'ailleurs, j'ai vraiment honte avec du recul. J'avais pas pris un sac à dos, mais une valise rigide, donc le pauvre, il s'est farci ma valise rigide toute la montée. Le karma me punira un jour, sûrement pour ça. Le soir, bien évidemment, on s'est couché très tôt à 20h avec la fatigue et la nuit blanche qu'on avait accumulée. On a eu une bassine d'eau chaude, le bonheur après 2 jours sans eau chaude, et ensuite la nuit s'est faite sous tente à 3200 mètres d'altitude. Jour numéro 6, la redescente finale, Mweka Camp, Mweka Gate, moins 1600 mètres de dénivelé négatif. On a donné un pourboire collectif à tout le monde avant de partir. C'est ce qui se fait aussi. J'ai donné un pourboire personnel à mon porteur. On leur a laissé énormément d'affaires, chaussures, vêtements techniques, etc. Si jamais un jour vous faites le Kilimanjaro, alors moi c'était il y a 10 ans, il y en a beaucoup qui le font avec des pauvres chaussures, avec des claquettes, etc. Donc on leur a donné énormément d'affaires. Les porteurs nous ont félicités et nous ont fait une danse avec un chant. C'est un moment qui a été assez émouvant pour moi. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. Eux, ils redescendent comme des fous. Il faut savoir qu'en fait, l'ascension, ils la font sur 6 jours. Et donc, ils ont un jour de repos et c'est le moment où ils vont pouvoir voir la famille, voir les amis, aller boire des coups, etc. Donc, ils sont vraiment heureux. Ils descendent comme des fous. Ça fait plaisir à voir. De notre côté, on est redescendu de manière plutôt cool dans la forêt. À la fin, comme d'habitude, pour sortir du parc, on a signé et on a eu un petit diplôme, une petite attestation d'ascension du Kilimanjaro. Je vais vous la faire apparaître au montage. Abel, notre guide, nous remercie. Il faut savoir qu'il y a une certaine hiérarchie. Il y a le guide, le cuisinier, les assistants guides et les porteurs.
Comme je vous le disais au début, on avait beaucoup de mal avec le fait que quelqu'un nous porte nos affaires et on s'est rendu compte que c'était un boulot qui était plutôt très bien payé là-bas en Tanzanie et que beaucoup voulaient être porteurs. Et j'ai aussi compris que c'était le guide qui choisissait son équipe et qui choisissait bien évidemment son cuistot, ses assistants guides, mais surtout ses porteurs. On leur dit un au revoir, ça a été vraiment un moment très émouvant pour moi parce qu'en fait, on se rend compte de toute la logistique, on se rend compte que sans ces personnes, on n'aurait sûrement pas pu, on n'aurait pas pu tout simplement atteindre le sommet du Kilimandjaro parce qu'aussi l'ascension s'est bien passée, parce qu'on a eu des belles images, parce qu'on a eu de la neige, parce que ça a été magnifique. En tout cas, ça a été un moment très émouvant. Total de cette ascension, plus 4980 mètres de dénivelé positif. Maintenant qu'on s'est bien baladé en montagne, quels conseils est-ce que je peux vous donner? Première question à se poser, pourquoi faire ça? Pourquoi est-ce que vous voulez faire un sommet? Pourquoi telle altitude? Pourquoi faire de l'alpinisme? Pourquoi se dépasser? Etc. etc. Posez-vous bien la question, si c'est juste pour l'ego dans la difficulté, ça durera pas. Deuxième conseil, marcher polé. C'est ce que les porteurs nous disaient toujours en Swahili, c'est de marcher vraiment doucement. Moi, pour réussir vraiment mon ascension sans aucune difficulté, ce que je faisais, c'est que je me mettais tout dernier du groupe et je marchais doucement. C'est pour ça que les jeunes, c'est pour ça que les sportifs ont tendance à avoir un facteur de risque, notamment en alpinisme, parce qu'ils sentent peu ou moins la fatigue, ou tout simplement par ego, parce qu'ils veulent monter trop vite. Donc vraiment, meilleur conseil que je peux vous donner en montagne, marchez doucement, soyez polé. Troisième conseil, et c'est quelque chose que j'ai appris sur place, c'est d'apprendre à humidifier et réchauffer l'air, notamment parce qu'il faisait assez froid et pour éviter de vous irriter la gorge. Donc vous pouvez mettre par exemple quelque chose qui va vous couvrir un petit peu le nez et la bouche et ça vous permet de respirer plus aisément. De bien attendre avant de boire ou de manger à peu près 1 minute pour diminuer votre fréquence cardiaque, pour diminuer votre rythme cardiaque et donc faciliter l'assimilation, la digestion ou l'hydratation. Boire chaud également pour la digestion. Pourquoi boire chaud? Tout simplement parce que lorsqu'on va boire froid, ça va avoir une sensation bien évidemment de fraîcheur dans la bouche, mais notre corps va avoir besoin de réchauffer cette eau pour l'assimiler, donc essayez de boire chaud, essayez de boire plutôt tiède. Et ensuite, le meilleur conseil que je peux vous donner pour le Kilimandjaro, bien évidemment, essayez de vous acclimater, on va le voir à l'altitude, mais aussi essayez de vous acclimater au froid et bien évidemment, ayez des vêtements techniques, bien se couvrir, etc. etc. Pensez également, c'est pas parce qu'il fait froid, il va falloir se préparer au soleil. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo un petit peu plus technique avec des conseils un petit peu plus pointus, notamment sur l'ascension du Mont Blanc quand je l'avais fait. Je vous ai repris la liste des conseils que je vous avais donné et on va les adapter au Kilimandjaro. Premier conseil, faire une bonne préparation physique et là ça sert à rien de se jeter par les murs, faire de la marche juste pour l'endurance cardiaque ou pour l'endurance musculaire, ça suffit amplement, ça suffit largement. Essayez de faire un petit peu de marche lestée, ça vous rajoutera un peu de poids et lorsque vous en aurez moins, ça vous paraîtra beaucoup plus facile. 2, apprendre des techniques d'alpinisme et d'escalade, pas du tout, vous en aurez vraiment pas du tout besoin pour le Kilimandjaro. Pourtant on a fait la voie la plus belle, la plus sauvage et soi-disant la plus technique, et pourtant il n'y a aucune difficulté en termes d'escalade ou en termes d'alpinisme pour faire le Kilimandjaro. 3, s'acclimater à l'altitude. Alors vous trouverez énormément de littérature, énormément de protocoles sur l'acclimatation à l'altitude. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est que ça fera jamais de mal, selon moi, d'aller se faire un petit 3000, un petit 3005 dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Nous, on l'a toujours fait 2-3 semaines avant l'ascension, souvent aux alentours des 15 jours. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Le mal des montagnes, c'est un petit peu comme le mal de mer. Il y a des personnes malheureusement qui y sont sujettes et d'autres qui y seront sûrement jamais assujetties. Vous avez beau être en forme physique extraordinaire, il y a des personnes qui sont assujetties au mal des montagnes. 4, avoir un bon équipement, notamment comme je vous le disais, pour se protéger du froid et du soleil. 5, ça c'est vraiment primordial, choisissez la voie, la durée et la date de l'ascension selon vos envies et selon votre condition physique. 6, prenez un bon guide et un bon partenaire de cordée. De mémoire, de toute façon, pour le Kilimandjaro, c'est obligatoire en ayant les accès au parc d'avoir un guide et le conseil que je peux vous donner, libre à vous de faire comme vous voulez, mais prenez un guide local. 7, optez pour un bon rythme d'alimentation et hydratation. Là, c'est ce que je vous disais, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Marchez vraiment doucement, marchez vraiment polé et prenez une petite minute tranquille pour faire redescendre le rythme cardiaque avant de vous hydrater ou avant de manger. Et enfin 8, forgez-vous un mental d'acier. Alors pas la peine une fois de plus de soulever des montagnes, mais posez-vous quand même la question de pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ce défi, pourquoi j'ai envie de monter cette montagne, pourquoi j'ai envie de monter à telle altitude, pourquoi j'ai envie de faire tel ou tel défi, telle ou telle aventure, telle ou telle découverte. Si cette vidéo vous a plu, régalez-vous, baladez-vous sur la chaîne. Je vous ai fait différentes playlists selon vos domaines d'attirance. Si ce type de contenu avec le partage de mes expériences personnelles, parfois ordinaires, parfois extraordinaires vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.